Félicitations, vous avez enfin une coupe de cheveux qui correspond à votre âge. Le mot était épinglé à mon oreiller lorsque je me suis réveillée en sursaut le jour du mariage de mon fils. J'ai porté la main à ma police. Mon cuir chevelu me brûlait, l'odeur âcre de l'antiseptique flottant encore dans l'air. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert le coffre-fort, j'en ai sorti l'enveloppe contenant les documents pour un virement prévu de 20 millions d'euros, et j'ai changé les règles du jeu. Je me suis figée devant le miroir de la salle de bain en marbre. La femme qui me regardait n'était pas Béatrice Langford, la PDG d'une grande agence immobilière qui avait construit des dizaines de gratte-ciel à Bordeaux. C'était quelqu'un d'humilié jusqu'à la moelle. L'épaisse chevelure argentée que j'avais soignée si précieusement, ma fierté, avait disparu. Il ne restait qu'un cuir chevelu lisse, rouge et glacial, qui me brûlait intensément. Les larmes ont monté, mais je les ai refoulées avec force. Il voulait que je m'effondre. Il voulait que je disparaisse le jour où j'aurais dû me tenir fièrement en tant que mère du marié. Non, je n'allais pas offrir cette victoire à Sabrina. Sur la table de nuit en chêne, j'ai vu une enveloppe ivoire avec une encre bleue soignée, écrite si méticuleusement que cela paraissait faux. Passe une excellente journée à mon mariage. Un cœur grossièrement dessiné à la fin. Le papier portait encore l'odeur d'un parfum coûteux, le même que j'avais senti des centaines de fois sur ma future belle-fille. Je n'avais pas besoin de deviner qui avait fait ça. J'ai pris une longue inspiration, tremblante, mais l'esprit plus clair que jamais. Le coffre-fort de la chambre était encore ouvert depuis la nuit dernière, là où j'avais soigneusement placé l'enveloppe contenant les documents pour le virement de 20 millions d'euros à Michel et Sabrina. C'était le cadeau de mariage que j'avais passé des semaines à préparer, croyant que ce serait le dernier pont pour garder mon fils près de moi. Maintenant, lorsque mes doigts ont touché cette enveloppe, la sensation était différente. Le papier n'était plus lisse. Il était tranchant comme une lame, me coupant la paume. Je l'ai saisi, puis l'ai remise dans le coffre, j'ai tourné la molette et j'ai écouté le clic sec du métal. La décision était prise. Ce cadeau ne quitterait jamais ce coffre. J'ai appelé Alain Valois, notre avocat de famille de longue date. Il a décroché après 2 sonneries. Béatrice, prête à signer le virement? J'ai préparé tout ce que vous avez demandé. J'ai gardé ma voix stable. Alain, mettez tout en attente. Pas un seul euro ne bouge. Et ce soir, après la réception, je veux vous voir chez moi. Nous allons réécrire l'intégralité du testament. Un silence à l'autre bout du fil pendant un instant. Quelque chose ne va pas? J'ai fermé les yeux. Juste une chose, ai-je dit. Je me suis enfin réveillée. J'ai raccroché et je me suis dirigée vers le placard. Je tremblais encore, mais une petite flamme s'était allumée dans ma poitrine. Sabrina m'avait peut-être rasé la tête, mais elle ne pouvait pas me dépouiller de la fierté et de la volonté que j'avais affûtée pendant des décennies. J'ai sorti une robe en soie bleu marine d'un cintre, celle que je m'étais offerte pour mon anniversaire après avoir conclu un accord pour une tour de 30 étages dans le centre-ville de Bordeaux. J'ai lissé le tissu frais et me suis souvenu de ce sentiment de victoire. Je savais que j'en aurais besoin aujourd'hui, non pas seulement comme une robe, mais comme une armure. Le téléphone fixe a sonné. J'ai sursauté. Pas Michel, pas Sabrina. C'était Lucia, ma coiffeuse depuis plus de 20 ans. Ma gorge s'est nouée, mais je suis restée calme. Lucia, j'ai besoin de vous tout de suite. Apportez la meilleure perruque que vous ayez. Personne ne doit savoir. Elle n'a pas posé de questions. Elle a seulement murmuré. Je serai là dans 20 minutes. En attendant, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé le jardin sous la première neige. Des flocons blancs descendaient, recouvrant chaque branche, chaque sentier de briques rouges que j'avais parcouru des milliers de fois. Les souvenirs ont déferlé. Le jour où je suis devenue veuve à 32 ans. La nuit où j'ai enterré mon mari avec Michel, 12 ans, endormi dans mes bras. Et j'ai juré qu'il ne connaîtrait jamais la peur ni la faim. J'ai tenu ce vœu pendant 3 décennies. J'ai travaillé sans relâche. Des courses à l'aube depuis les chantiers jusqu'au bureau. Des nuits tardives à lire des contrats jusqu'à ce que ma vue se brouille. Les premiers appartements, puis un immeuble commercial, puis un centre commercial, chaque brique, chaque contrat lié à mon sang, ma sueur et mes nuits blanches. Et maintenant, tout cela risquait de tomber entre les mains d'une femme qui me considérait comme jetable. La sonnette a retenti. J'ai fait entrer Lucia. Elle portait une longue boîte noire. Quand elle a vu ma tête, elle a couvert sa bouche. Oh mon Dieu, Béatrice. J'ai coupé court à sa pitié avec un sourire crispé. Ne posez pas de questions, aidez-moi simplement à me tenir droite devant les gens aujourd'hui. Il a fallu près d'1 heure pour ajuster une perruque douce grise argentée qui avait l'apparence et le mouvement de vrais cheveux. Quand Lucia a tenu le miroir, j'ai frissonné. La femme dans le verre n'était plus l'épave du matin.
Elle avait le calme glacial et le regard acéré que mes homologues en affaires respectaient. Je l'ai reconnue, Béatrice Langford, la femme qui n'acceptait jamais la défaite. J'ai remercié Lucia, lui ai glissé une épaisse enveloppe dans la main et l'ai raccompagnée. Seul à nouveau, j'ai ouvert mon sac à main et y ai soigneusement glissé un petit enregistreur vocal. Mon instinct me disait qu'aujourd'hui, des mots sans preuve ne sauveraient personne. L'horloge indiquait 10 heures, 3 heures avant la cérémonie à l'église Saint-André, l'une des plus anciennes de la ville. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. La bataille avait commencé ce matin, à la seconde où ma main a touché mon crâne nu. Mais la fin, ce serait à moi de la décider. J'ai attrapé un manteau de laine gris et une écharpe en cachemire que Michel m'avait offerte il y a 10 ans. Ce souvenir me semblait maintenant comme un couteau émoussé qui gratte, sans faire saigner. Je me suis dit, fiston, aujourd'hui je vais te montrer à quel point tu as mal jugé ta mère. Quand je suis sortie, le vent froid de Bordeaux m'a giflé le visage, mais je n'ai pas bronché. J'ai relevé le col, ajusté la perruque et suis montée dans la voiture. Mon chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, prêt à parler. J'ai secoué la tête. J'avais besoin de silence. J'avais besoin d'alimenter le feu qui venait de s'allumer. Sur le chemin de l'église, j'ai regardé les gens par la fenêtre, des couples se tenant la main, des familles guidant de jeunes enfants pour traverser la rue. Je me suis demandé combien d'entre eux avaient été trahis par les personnes en qui ils avaient le plus confiance. Combien avaient été forcés de choisir entre l'amour et le respect de soi. Je savais qu'aujourd'hui, je ne me battais pas seulement pour moi, mais pour les innombrables mères utilisées par leurs propres enfants, la maternité leur étant renvoyée au visage comme une exigence. La voiture s'est arrêtée aux portes de l'église. J'ai pressé une main contre ma poitrine et j'ai senti un calme étrange, pas de tremblement, une force qui montait. La force de la vérité d'une femme poussée à bout qui refusait de se briser. J'ai ouvert la portière, suis sortie et j'ai souri. Ce sourire n'était pas pour la foule, ni pour Michel, ni pour Sabrina. Il était pour moi, Béatrice Langford, qui s'était réveillée le matin le plus important de sa vie avec la tête rasée et un cœur plus éveillé que jamais. Je me suis assise sur le banc froid, regardant les vitraux scintiller de lumière, et les souvenirs ont afflué. Pendant que le personnel s'affairait à disposer les fleurs et les bougies, mon esprit est retourné là où tout avait commencé. L'amour, la perte et la détermination de construire une vie à partir de rien. Je me souviens du jour où tout a basculé, à 32 ans. Ils m'ont tendu le certificat de décès de mon mari Richard, crise cardiaque soudaine sur l'autoroute. J'étais abasourdie. 1 minute, nous parlions d'agrandir notre petit bureau. La minute suivante, j'étais figée dans un couloir d'hôpital, les paumes sur le visage, entendant mon fils de 12 ans demander « Maman, où est papa ?» Je n'avais pas de réponse. J'ai serré Michel dans mes bras, les tenus, et j'ai juré silencieusement qu'il ne manquerait jamais de rien. Nous sommes rentrés dans notre petite maison en périphérie de Bordeaux. Cette nuit-là, je suis restée assise dans un vieux fauteuil pendant des heures, regardant Michel endormi sur le canapé, son jeune visage encore strié de larmes. Dans l'obscurité, j'ai compris. Désormais, le poids était sur mes épaules. Plus de Richard pour partager les factures, plus d'épaule sur laquelle m'appuyer, juste moi et un garçon qui ne savait pas encore nouer sa cravate pour son uniforme scolaire. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à l'horizon, j'ai enfilé un pull fin, j'ai attaché mes cheveux en arrière et j'ai commencé mon nouveau travail. Mère veuve devenue femme d'affaires par accident. Je n'avais ni capital, ni connaissances spécialisées. Mais j'avais une chose, je savais que je devais survivre. J'ai appris à lire les états financiers comme une langue étrangère. J'ai passé des heures à la bibliothèque municipale à étudier l'immobilier, l'urbanisme, la gestion de biens. Au début, les chiffres tournaient dans ma tête, mais page après page, l'espoir a germé. Le savoir serait le couteau aiguisé qui nous protégerait de la pauvreté. Ces premières années ont été brutales. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à tard dans la nuit. Des journées à frapper aux portes de vieilles maisons fatiguées, proposant des services de courtage à bas prix, des nuits penchées sur mes notes, apprenant l'analyse de marché, les comparaisons de prix, les appels à froid. Certaines nuits, je pleurais après un autre rejet, puis je me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner de Michel et le conduire à l'école. J'ai eu faim de nombreux jours pour économiser pour ces nouveaux manuels de mathématiques. Quand il demandait « Maman, pourquoi tu ne manges pas avec moi ?» Je souriais. « J'ai déjà mangé. Vas-y. » Il me croyait et je redoublais d'efforts. Je voulais qu'il grandisse en se sentant en sécurité, pas comme moi enfant, fouillant dans des placards vides pour le dernier pain rassis. 3 ans plus tard, j'ai acheté mon premier petit immeuble de rapport. Je me souviens avoir signé les papiers, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. Quand j'ai posé le stylo, une nouvelle porte s'est ouverte. À partir de là,
C'était brique par brique, unité par unité, bâtiment par bâtiment. L'empreinte immobilière de Langford a commencé avec des marches matinales glaciales vers le bureau d'un courtier, des appels téléphoniques à en perdre la voix, et des nuits éclairées par une lampe de bureau sur des yeux brûlants. Michel était différent. Il voyait les résultats, pas le processus. À 18 ans, il était habitué à une nouvelle voiture, des frais de scolarité payés, ne pensant jamais au prix d'une chemise. Je l'avais élevé comme un prince et j'avais oublié d'apprendre au prince à manier une épée. Le jour de sa remise de diplôme universitaire, je l'ai regardé traverser la Seine, sa toge flottant. Je pensais avoir réussi. Avoir transformé un garçon sans père en un homme accompli. Mais au fond de ses yeux, j'ai vu quelque chose de familier. Pas de la gratitude, mais un sentiment de dû. À 25 ans, il est venu me voir, calme comme tout. Maman, je veux mon propre appartement. Tu t'occupes de l'apport, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, j'ai fait le chèque, sans poser de questions. Ce n'était pas la première demande, ni la dernière. À 30 ans, il a ramené Sabrina à la maison et a dit platement: nous voulons faire un tour de l'Europe, en première classe. Tu t'en occupes, n'est-ce pas? Ce n'était pas une requête, mais un ordre avec un sourire. J'avais gâté mon fils. Je pensais compenser la perte de son père trop tôt. En vérité, je lui apprenais à traiter l'amour d'une mère comme un compte en banque sans fond. Je l'ai réalisé trop tard. Puis Sabrina est arrivée et a aggravé les choses. Dès le premier jour, j'ai senti la froideur dans ses yeux. Belle parleur, douée pour charmer une pièce avec des histoires de voyage, de mode, de projets de carrière. Mais quand elle me regardait, c'était avec un œil critique. Aucun intérêt pour la femme qui avait élevé Michel. J'ai laissé passer, me disant que le temps adoucirait les choses. Au lieu de cela, j'ai été mise sur la touche. Lors des dîners de famille, elle lançait de légères piques. Madame Langford, ne pensez-vous pas que cette couleur vous vieillit? Peut-être devriez-vous essayer quelque chose de plus frais. Michel riait simplement, acquiesçant comme une ombre. J'étais assise là avec ma salade, forçant un sourire pour éviter que la table ne se transforme en champ de bataille. Chaque fois, une autre cicatrice se gravait dans mon cœur. Je continuais à donner de l'argent et à me taire parce que j'avais peur d'une chose: perdre mon fils. Je croyais que si j'étais plus généreuse, si je leur donnais plus, peut-être que Michel se souviendrait de l'amour d'une mère. C'est pourquoi j'ai préparé l'énorme cadeau de mariage, 20 millions d'euros. Pour moi, c'était la dernière clé, l'espoir de rester connecté à Michel et d'aider Sabrina à voir que je n'étais pas un obstacle, mais une alliée. Mais ce matin a brisé cette illusion. Les cheveux rasés, le mot moqueur, tout m'a frappé comme une gifle qui m'a réveillée. Soudain, j'y voyais clair. Pendant des années, j'avais sacrifié ma santé, ma jeunesse et mon respect de moi-même pour m'accrocher à un lien qui était déjà pourri. Assise dans l'église, écoutant la chorale répéter, j'ai légèrement touché la perruque sur ma tête. Elle était douce, cachant une vérité laide, mais en dessous, je savais que mon cuir chevelu brûlait encore. Cette blessure était ma vie en miniature. Une surface brillante de succès avec des larmes à l'intérieur, laissée par les personnes que j'aimais le plus. J'ai pris une profonde inspiration. Une seule question restait. Allais-je les laisser continuer à définir ma valeur, ou allais-je me lever et me définir moi-même? Je suis restée sur le banc en bois sombre un instant de plus, serrant un vieux cantique. Le froid de Saint-André s'infiltrait par chaque fissure dans ma peau, me faisant frissonner. Sur l'autel principal, des assistants allumaient des bougies, leur lueur dorée tremblant jusqu'au plafond voûté. Tout semblait beau, solennel, exactement comme Sabrina le voulait. Mais pour moi, cette révérence n'était que la toile de fond d'une farce soigneusement mise en scène. Je me suis levée et suis entrée dans le hall latéral. Mes talons claquaient doucement sur la pierre, se mêlant au murmure des demoiselles d'honneur plus loin. J'avais l'intention de sortir pour prendre l'air, mais je me suis figée. Dans le silence, une voix familière s'est fait entendre, basse et urgente. C'était Michel. Je me suis pressée contre une grande colonne de pierre sculptée de motifs classiques, forçant ma respiration à ralentir. La voix de mon fils portait en un écho feutré, chaque mot tranchant l'espace. « Tessa, non. Ne viens pas ici maintenant. Je te l'ai dit. Attends juste après la cérémonie. » Ce nom a poignardé ma poitrine. Tessa Dubois. Je l'avais vue de nombreuses fois au bureau de Michel, la jeune secrétaire aux yeux vifs et au sourire éclatant. Je pensais qu'elle n'était qu'une assistante dévouée. Maintenant, tout était clair comme le jour. Michel a continué, la voix baissant à un murmure dans le téléphone. Dès que j'aurai l'argent de ma mère, tout changera. Nous n'aurons plus à nous cacher. Plus besoin de nous faufiler. Sois juste patiente un peu plus longtemps. J'ai laissé le cantique tomber sur mes genoux, mes mains tremblant violemment.
Chaque mot frappait mes oreilles comme une lame froide. Cet argent dont il parlait, c'était le cadeau de mariage que j'avais prévu. 20 millions d'euros. Le travail de toute une vie soudainement transformé en un billet pour que mon fils s'enfuit avec sa maîtresse alors qu'il était sur le point d'épouser Sabrina. J'ai penché la tête, le cœur battant à tout rompre. La voix de Michel est revenue, plus lourde. Tu sais comment est ma mère, elle veut toujours me faire plaisir. Toujours peur que je manque de quelque chose. Dès qu'elle signera cet après-midi, nous aurons tout. Un nouveau départ. La liberté. Sans attache. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas faire de bruit. Mon fils, le garçon qui pleurait autrefois dans un oreiller pour sa mère, me voyait maintenant comme un portefeuille. Il ne me trahissait pas seulement. Il trahissait son propre mariage, transformant ses vœux en une blague. À ce moment, j'ai entendu des pas précipités dans le hall. Michel a baissé la voix. Je dois y aller. Reste discrète. Après la lune de miel, je m'occuperai de tout. Tessa, fais-moi confiance. Puis l'appel s'est terminé, laissant un silence épais. Je me suis glissée dans l'ombre, faisant semblant d'étudier un arrangement floral dans le coin. Quelques membres du personnel sont passés en hâte, sans me prêter attention. Michel est sorti de derrière la colonne, a redressé sa veste, une lueur de tension traversant son visage avant qu'il ne sourit. Le sourire que tout le monde attend d'un marié heureux. Mais j'avais vu et j'avais entendu. Je suis retournée sur le banc et me suis assise comme une fidèle pieuse. Dans mon sac à main, le minuscule enregistreur brillait en rouge, stockant silencieusement chaque mensonge que Michel avait prononcé. Ma poitrine me faisait mal, mais quelque chose à l'intérieur s'était durci. Je ne m'accrochais plus à l'illusion que l'argent réparerait un lien mère-fils. Je savais que je venais d'obtenir ma première preuve, l'arme pour me protéger du piège que mon fils et ma belle-fille me tendaient. J'ai fermé les yeux et j'ai stabilisé ma respiration. Les orgues ont enflé en répétition, urgent puis langoureux. Les gens me verraient ce matin comme une mère fière attendant que son fils remonte l'allée. Mais seul moi savais qu'à partir du moment où j'ai entendu cet appel, mon cœur était passé de la blessure à la résolution. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière colorée des vitraux tombait sur mes mains en bandes vertes, rouges, violettes et dorées. Je les ai fixées et j'ai pensé, peut-être que Dieu me montre le chemin, non pas la route des larmes, mais celle de la vérité. J'ai resserré ma prise sur le sac à main, où reposait la preuve encore chaude. Et je me suis promis, quand le moment viendra, je ne tremblerai pas comme je l'ai fait dans le miroir ce matin. Je serai Béatrice Langford, la femme qui n'a pas peur et qui est prête à tout exposer. Je suis restée sur le banc, reprenant mon souffle après ce que je venais d'entendre. Un son métallique et froid continuait de résonner en moi, un avertissement que la vérité n'avait pas fini de se révéler. Je savais que Michel avait une autre femme, je savais qu'il n'attendait que l'argent pour quitter Sabrina. Mais au plus profond de moi, je sentais que Sabrina n'était pas innocente non plus. Elle ne s'était jamais donné la peine de cacher ce regard condescendant qu'elle me réservait. Je voulais savoir ce qu'elle pensait vraiment. Je voulais voir le vrai visage de ma future belle-fille, pas celui, lisse et brillant, qu'elle portait en public. Je me suis levée et me suis glissée dans le couloir en direction de la salle de préparation de la mariée. Le sol en marbre poli reflétait mes pas. Au fond, la porte était entr'ouverte, une lumière blanche s'en échappait ainsi qu'une musique entraînante et les rires aigus de plusieurs femmes. Je me suis arrêtée juste à l'extérieur, le cœur battant la chamade, mais mes pieds refusaient de s'éloigner. À travers la fente, la voix de Sabrina a retenti, claire comme le jour, aiguë, confiante, débordante de triomphe. Vous savez quoi ? Dans quelques heures, j'aurai toute la fortune entre les mains. 20 millions d'euros, et selon la loi, j'en aurai la moitié. Michel est si naïf, il n'en a aucune idée. Des rires ont éclaté. Je me suis raidie. Mes doigts se sont crispés sur le cadre de la porte, mes paumes glacées. Sabrina a continué, la voix plus basse, mais empreinte de méchanceté. Et après ça, je demande le divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Je n'ai pas besoin de rester avec Michel pour toujours. Avec cet argent, je peux repartir à zéro, plus libre et plus à l'aise. Une demoiselle d'honneur a gloussé. Et la belle-mère ? Elle est difficile. Elle se comporte comme si la maison lui appartenait. Sabrina a baissé la voix, froide comme la glace. Ne vous inquiétez pas. Une fois l'argent viré, je pousserai Michel à la placer dans une maison de retraite haut de gamme. La parquer là-bas. Laisser quelqu'un d'autre s'occuper d'elle. Une fois qu'elle sera hors de la maison et de l'entreprise, elle n'aura plus son mot à dire sur quoi que ce soit. La pièce a éclaté de rires stridents, aussi nets que des lames tranchant ma peau. J'ai tremblé de tout mon corps, mais pas de peur. C'était la colère qui montait de la moelle de mes os, une tempête de feu qui consumait la faiblesse de mon matin. Je suis restée là, figée,
jusqu'à ce que je réalise que j'écrasais l'enregistreur dans mon sac à main. La lumière rouge continuait de clignoter, fidèlement, captant chaque mot, chaque rire amer. J'ai fermé les yeux une seconde et j'ai su que je venais de saisir un couteau à double tranchant. Un tranchant pour protéger, l'autre pour frapper en retour. Je me suis éloignée sans un bruit. Mon cœur battait comme s'il allait exploser, mais mes pas étaient assurés. Je savais que si j'étais restée une minute de plus, je serais entrée en trombe et j'aurais hurlé au visage de Sabrina. Je ne l'ai pas fait. La vie m'avait assez appris. Les grandes batailles ne se gagnent pas par la colère chaude, mais par la patience et la planification. De retour dans le sanctuaire principal, personne n'a remarqué mon absence. Les invités se rassemblaient. Le brouhaha remplissait l'air. J'ai souri et les ai salués, enfouissant la tempête qui se tordait en moi. Dans le verre coloré, j'ai aperçu mon reflet. Une femme aux cheveux argentés dans une robe bleu marine, un rouge à lèvres profond. Personne ne savait qu'à quelques pas de là, je venais d'entendre ma future belle-fille me traiter de vieille femme qui devait être enfermée. Je me suis assise, les mains nonchalamment jointes. Dans mon sac à main, l'enregistrement était devenu une preuve vivante. Je l'ai imaginé jouant devant la foule, le rire suffisant de Sabrina résonnant, son visage devenant blême alors qu'elle réalisait que tout était révélé. Cette pensée m'a procuré un étrange calme glacial. Sabrina voulait que je sois effacée, mise à l'écart dans une lointaine maison de retraite. Michel voulait vider les comptes et s'enfuir avec son amante. Tous deux me croyaient faible, vieille, facilement vaincue. Mais ce mépris m'a donné de la force. Je transformerais leur piège en ma rampe de lancement. À cet instant, j'ai su que l'humiliation du matin était devenue un point de bascule. Du crâne rasé, aux mots méprisants, aux faux vœux que j'avais entendus derrière la colonne, jusqu'au rire vicieux dans la salle de la mariée, ensemble ils formaient un acte d'accusation auquel je n'avais pas besoin d'ajouter un seul mot. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé vers l'autel. La lumière des bougies baignait le visage de la Vierge. Silencieusement, je me suis dit, ils pensent que j'ai perdu. Ils n'ont aucune idée que je ne fais que commencer. J'ai redressé mon châle, me suis assise droite, et j'ai laissé un doux sourire revenir. Quiconque passait par là ne verrait qu'une mère du marié gentille et fière en un grand jour. Mais je savais que derrière ce sourire, une lame à double tranchant était prête, et quand je la tirerais, aucun d'entre eux ne le verrait venir. Les cloches de l'église ont sonné, chaque carillon roulant dans l'espace comme un refrain familier. Les invités ont pris place. Les bancs drapés de blanc étaient parsemés de roses rouges foncées. Je me suis assise au premier rang du côté du marié, les doigts tenant légèrement la petite pochette sur mes genoux. Tous les yeux se sont tournés vers le fond de l'église où Sabrina s'apprêtait à entrer au bras de son père. Les grandes portes se sont ouvertes. Elle est apparue dans une robe en dentelle de calais blanche, la traîne touchant presque les marches. Des murmures et des soupirs se sont propagés. Les flashs des appareils photos ont crépité. Sabrina rayonnait, avançant comme l'héroïne d'un conte de fées. Je la regardais et ne pouvais m'empêcher de me souvenir des mots cruels de la loge quelques minutes plus tôt. Derrière cet éclat se cachait un cœur calculateur, et j'étais la seule ici à le savoir. Michel attendait au bout de l'allée, élégant dans un smoking noir avec une cravate blanche impeccable. Son sourire était radieux, mais pour moi, ce n'était qu'un masque. J'entendais son murmure au téléphone dans ma tête. Dès que j'aurai l'argent de ma mère, tout changera. L'image du garçon qui s'agrippait autrefois à ma main, chancelant sur ses jambes de bambin, avait disparu. Devant moi se tenait un homme qui avait vendu sa conscience et ses liens de parenté. La cérémonie a commencé. Les premiers mots du prêtre étaient stables et solennels, résonnant sous la haute voûte. J'ai essayé de me concentrer, mais chaque « le mariage est une union sacrée » sonnait comme une raillerie. J'ai regardé autour de moi, des yeux larmoyants, des sourires tendres, des gens convaincus d'assister à un véritable amour. Seul moi savais qu'ils regardaient une production soigneusement mise en scène. Quand est venu le moment des vœux, Michel s'est tourné vers Sabrina, sa voix basse et stable. « Je promets de t'aimer, de te respecter, de partager chaque joie et chaque peine avec toi, et d'être à tes côtés pour la vie. » Je me suis mordu la lèvre et j'ai écouté. Chaque mot gravé dans la mémoire du matin comme une lame. Il promettait la fidélité, pourtant quelques heures plus tôt, il murmurait à une autre femme. Il promettait un avenir ensemble tout en planifiant dans sa tête de quitter sa femme une fois l'argent obtenu. Puis ce fut le tour de Sabrina. Elle a levé le visage, les yeux brillants comme si elle était remplie d'amour. « Je promets de te soutenir, de prendre soin de toi, d'affronter chaque défi ensemble, et de garder cet amour pour toujours. » J'ai failli rire. Ses vœux étaient jolis comme un poème, mais dans ma tête, j'entendais encore le froid de ses paroles. Je demanderai le divorce. Après ça,
La belle-mère ira en maison de retraite. Ce ton calculateur et son visage radieux étaient si opposés que cela me donnait la chair de poule quand le prêtre a demandé « Quelqu'un s'oppose-t-il à ce mariage ?» Pendant une seconde, j'ai voulu me lever et crier que toute la cérémonie était un mensonge, mais j'ai serré les poings et me suis retenue. Pas encore. Le piège que j'avais tendu avait besoin de temps, et ce grand public était exactement le témoin que je voulais quand la vérité éclaterait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai esquissé un léger sourire, le genre de sourire qu'une mère porterait en un grand jour. Finalement, les cloches ont sonné vivement, et le prêtre les a déclarées mari et femme. Michel s'est penché pour embrasser Sabrina, et l'église a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi, lentement, fermement, souriant tout le temps. De l'extérieur, je ressemblais à n'importe quelle mère fière. À l'intérieur, chaque applaudissement ne faisait que le confirmer. Tout ce que je venais de voir était un spectacle vide. Alors que le couple se retournait pour sortir au son d'une musique joyeuse, je me suis levée et j'ai suivi. Mes yeux fixés sur la traîne blanche et le smoking brillant. Ils pensaient avoir déjà gagné, que je n'étais qu'une mère mise de côté. Mais je savais ceci. Plus cette cérémonie semblait parfaite, plus leur chute serait dure. J'ai passé la main sur ma pochette où l'enregistreur était en sécurité. La preuve était suffisante pour tout exposer. J'ai imaginé le visage de Michel quand il réaliserait qu'il avait été découvert. La panique de Sabrina quand elle entendrait sa propre voix retentir devant une foule. Un étrange calme s'est installé en moi. Les gens sortaient de l'église en direction de la salle de réception somptueusement décorée. Des fleurs blanches s'étendaient partout. Le champagne pétillait. La musique pulsait. Les invités riaient, portaient des toasts, levaient leurs verres. Je me suis déplacée parmi eux, calme, souriante en saluant des visages familiers. Personne ne voyait que derrière mon masque de calme, je contenais une tempête, prête à éclater. Dans ma tête, chaque étape était fixée. J'attendrais que la salle se rassemble, que tout le monde lève son verre pour m'écouter parler. Alors les mensonges seraient traînés à la lumière, et personne ne pourrait les nier. J'ai pris ma place à la table d'honneur sous des lumières dorées et chaudes, et j'ai tranquillement regardé Michel et Sabrina s'asseoir côte à côte, se tenant la main, souriant aux invités. Cela a ému beaucoup de gens. Pour moi, ce n'était que du maquillage et des masques couvrant la pourriture. J'ai inspiré lentement et profondément, et je me suis dit, laisse-les profiter de leur dernier moment de gloire. Après cela, la scène est à moi. La musique s'est adoucie, et le murmure des conversations s'est estompé. Les lumières du lustre se sont concentrées en un cercle brillant au-dessus de la table d'honneur où Michel et Sabrina étaient assis, mon fils, souriant largement, le visage rougi par le vin et l'autosatisfaction. Sabrina était assortie, rayonnante comme une mariée qui venait de réaliser son rêve. Le maître de cérémonie a annoncé doucement. Et maintenant, veuillez accueillir Béatrice, la mère du marié, pour partager quelques mots en ce jour spécial. Les têtes se sont tournées, des yeux attentifs se sont posés sur moi. Mon cœur s'est serré un instant, puis s'est stabilisé. C'était le moment que j'avais préparé depuis que j'étais entrée dans l'église. Je me suis levée et j'ai lentement levé une coupe de champagne. Les chaises ont grincé, les toasts se sont tus, tous les yeux se sont levés. J'ai souri du sourire d'une mère fière, tandis que la tempête se préparait. D'abord, merci à tous d'être ici pour célébrer avec notre famille. Pour moi, ce moment est sacré car je vois mon fils entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Des applaudissements ont parcouru la salle. J'ai fait une pause, j'ai pris une petite gorgée, j'ai reposé la coupe. Ma voix a baissé, lente mais claire. Depuis 33 ans, je vis selon une promesse. Depuis le décès de mon mari, j'ai juré que je protégerais Michel avec tout ce que j'avais, que je donnerais à mon fils une vie pleine, et que je ne le laisserais jamais connaître le besoin que j'ai connu autrefois. Quelques « oh » doux se sont élevés des tables voisines. Certains invités plus âgés ont hoché la tête, les yeux embués. J'ai laissé cela s'installer, puis j'ai continué. Et aujourd'hui, j'ai l'intention d'offrir à mon fils et à sa nouvelle épouse un cadeau de mariage, un cadeau substantiel. 20 millions d'euros, les économies de toute une vie, le résultat de décennies de travail. La salle s'est agitée. J'ai entendu des murmures surpris, quelques exclamations. Michel a serré la main de Sabrina, son visage se crispant légèrement alors qu'il forçait un sourire. Les yeux de Sabrina se sont illuminés, ses lèvres se sont retroussées. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai levé la tête et j'ai changé de ton. Mais la vie m'a appris quelque chose. Tous les sacrifices ne sont pas appréciés et tout le monde ne mérite pas le cadeau que vous offrez. L'atmosphère s'est refroidie. Des regards curieux se sont tournés vers moi. Michel s'est penché en avant, prêt à parler, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. J'ai sorti un petit enregistreur de ma pochette et l'ai posé sur la table.
La lumière rouge s'est allumée. Avant de décider, je pense que tout le monde devrait entendre quelques vérités. Le silence est tombé. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Michel a rempli le silence. Dès que j'aurai l'argent de ma mère, tout changera. Nous n'aurons plus à nous cacher. Sois juste patiente un peu plus longtemps. L'audio était si clair que quelques bouches se sont ouvertes. Michel a pâli et m'a interrompu. Maman, c'est un malentendu. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme mais ferme. Un malentendu? Alors d'où viennent ces mots? De la bouche de qui, Michel? Le bruit a augmenté. Les invités chuchotaient. Sabrina regardait son mari, les yeux écarquillés d'alarme, puis a essayé de masquer son trouble par un sourire crispé. Je ne leur ai pas laissé le temps. J'ai lancé le clip suivant. Tu sais comment est ma mère. Elle veut toujours me faire plaisir. Dès qu'elle signera cet après-midi, nous aurons tout. Un nouveau départ, la liberté, sans attache. Quand cela s'est terminé, la salle a explosé comme une ruche à laquelle on aurait donné un coup de pied. Michel a bégayé, s'est levé d'un bond. C'était juste une blague. Ne le prenez pas mal. J'ai plissé les yeux, le transperçant du regard. Une blague? Plaisanter sur le fait de trahir un mariage. Plaisanter sur le fait de traiter sa mère comme un portefeuille. Michel s'est tu, des perles de sueur sur le front. Sabrina a essayé de lui tenir la main. Sa main tremblait. Je me suis tournée, fixant mon regard sur elle. Et Sabrina, vous avez aussi quelque chose à expliquer. J'ai sorti un petit mot de ma pochette, la ligne méchante que j'avais trouvée sur mon oreiller ce matin. Félicitations, vous avez enfin une coupe de cheveux qui correspond à votre âge. Profitez de mon mariage. Je l'ai brandi pour que les tables les plus proches puissent le voir. Vous aviez l'intention de m'effacer de cette célébration en me rasant la tête dans mon sommeil? Un coup bas, dégradant? Sabrina s'est levée d'un bond, le visage en feu. Ce n'est pas de moi. Vous inventez tout. J'ai souri. Froidement. Vraiment? Alors pourquoi vous êtes-vous vanté dans la loge de la mariée à midi que vous divorceriez dans quelques mois et prendriez la moitié de l'argent? J'ai tout entendu. Et j'ai des témoins si nécessaire. La salle s'est figée. Certains invités se sont regardés. D'autres ont chuchoté dans leur téléphone, enregistrant clairement. Le visage de Sabrina est devenu blanc, ses lèvres tremblant sans un son. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai lentement levé ma coupe. Donc, j'annule le don de 20 millions d'euros. Aucun de vous deux ne mérite un centime de l'argent que j'ai gagné avec mon sang et mes larmes. La conversation a repris comme une vague. Michel s'est effondré sur sa chaise, la tête baissée, la main sur le visage. Sabrina est restée rigide, tremblante. J'ai terminé d'une voix égale qui portait « Le plus grand cadeau de mariage que je puisse offrir aujourd'hui est la vérité, et la vérité est la suivante. L'avidité et la trahison ne gagnent jamais. » J'ai reposé la coupe et je me suis tournée pour partir. Des chaises ont grincé, des voix se sont élevées. Quelques « Oh mon Dieu » ont retenti derrière moi, mais mes pas étaient légers et assurés. Je n'étais plus la femme qui tremblait devant le miroir ce matin. J'étais celle qui avait arraché les masques de mon fils et de ma belle-fille devant tout le monde. À ce moment, je savais que j'avais repris le contrôle, et que le jeu, à partir de maintenant, ne faisait que commencer. J'ai quitté la salle le dos droit, sans me presser ni hésiter. Chaque pas claquait régulièrement sur le carrelage, comme un rappel que le poids avait été soulevé de mes épaules. Derrière moi, le chaos continuait de gronder, des chaises traînées, des gens qui criaient, les sons d'un mariage transformé en tempête. Je venais d'atteindre le grand hall lorsque j'ai entendu des pas précipités. Michel s'est précipité et m'a attrapé le bras. Le vernis du beau marié avait disparu, remplacé par la panique et des yeux injectés de sang. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as mal compris. C'était juste. » Je me suis retournée et j'ai croisé son regard. Les yeux qui m'avaient autrefois rendu fière étaient maintenant remplis de désespoir. J'ai dégagé mon bras, ma voix basse et ferme. J'en ai assez entendu, Michel. Il n'y a pas de malentendu. Il a bégayé une excuse. Je n'ai dit ça que pour la tester. Je n'ai jamais voulu. Assez. Je l'ai interrompu, ma voix résonnant dans le large hall. Ne transforme pas la trahison en blague. J'ai donné toute ma vie pour toi, et c'est comme ça que tu me rembourses? Michel s'est figé. Sa bouche s'agitait, mais aucun mot ne sortait. Son visage s'est tordu un instant, la colère et le désespoir s'en mêlant. Puis, comme s'il abandonnait, il est tombé à genoux, les mains agrippant sa tête, et a murmuré « J'ai eu tort. » Je n'ai pas répondu. Je lui ai jeté un dernier regard et je me suis détournée. À ce moment-là,
Sabrina a jailli de la salle, sa robe de mariée bouffante la ralentissant, mais elle s'est tout de même précipitée en avant. Son visage était devenu pâle, son maquillage commençait à couler, ses lèvres carmin tremblaient. Elle a hurlé, la voix stridente. « Vous avez tout inventé. Vous avez gâché mon mariage. » Son cri a attiré quelques invités curieux à l'extérieur. Je suis restée calmement debout, la regardant gronder comme un animal acculé. « Gâché ?» J'ai esquissé un sourire froid. Je n'ai fait que dire la vérité. Vous devriez me remercier de montrer à tout le monde votre vrai visage plus tôt. Sabrina s'est jetée en avant, essayant de m'arracher le papier de la main, mais un invité plus âgé l'a retenue juste à temps. Sa voix était dure. « Sabrina, calmez-vous. Nous avons tous entendu. Comment allez-vous le nier ?» Elle s'est effondrée en sanglots, le mascara striant ses joues, toute son arrogance précédente disparue. Dans le chaos, j'ai vu ses parents sortir aussi. Ils ne sont pas allés vers leur fille. Ils sont restés figés à la porte, les yeux pleins de déception. Son père a baissé la tête, et sa mère n'arrêtait pas de la secouer comme si elle assistait à la pire humiliation de leur vie. À ce moment-là, Michel s'était relevé, le visage émacié et dur, et a lancé à Sabrina. « Tu m'as trahi aussi. » Elle s'est retournée, s'étouffant. Je voulais juste un meilleur avenir. Ces faibles excuses se sont noyées sous les murmures de colère des invités. Certains secouaient la tête, d'autres sont partis sans un regard en arrière. Je les ai regardés tous les deux, et un sentiment que je ne pouvais nommer est monté en moi. Pas de la joie, pas de la jubilation, juste du soulagement. Le soulagement que la vérité soit enfin sortie. J'ai fait quelques pas de plus vers la sortie. Mais, derrière moi, Michel a de nouveau couru après moi. Cette fois, sa voix n'était pas frénétique, mais désespérée. « Maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je vais changer. » Je me suis arrêtée, lui tournant le dos pour qu'il ne voie pas les larmes sur mes joues. Puis j'ai répondu, lentement mais fermement, « Michel, je t'ai donné des chances toute ta vie. Tu as choisi de toutes les gâcher. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai continué à marcher, laissant derrière moi les sanglots étouffés de mon fils unique. À l'extérieur de la salle, les voitures décorées étaient toujours alignées, les fleurs toujours vives, mais plus personne ne voulait de photos. Les invités se dispersaient, l'air lourd comme de la fumée s'accrochant au mur. Je pouvais le sentir. Ce mariage de rêve s'était effondré en quelques minutes seulement. Une vieille amie, Hélène, s'est précipitée après moi et m'a pris la main. Elle a murmuré, « Béatrice, tu as fait ce qu'il fallait. Il devait être démasqué. » J'ai hoché légèrement la tête et n'ai rien dit de plus. De retour dans la voiture, je me suis installée sur la banquette arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Dans un dernier aperçu, j'ai vu Michel debout, abasourdi dans le hall, tandis que Sabrina sanglotait et bousculait les gens. La scène ressemblait à une peinture déformée du bonheur conjugal. J'ai fermé les yeux et me suis dit que la tempête d'aujourd'hui n'était que le début. Je savais que les répliques continueraient d'arriver. Ils viendraient me supplier ou me crier dessus, mais j'étais prête maintenant. Je n'étais plus la mère douce. J'étais Béatrice Langford, et j'avais décidé de sortir de la spirale des mensonges. Le lendemain matin, je me suis réveillée alors qu'une pâle lumière du soleil se glissait à travers les rideaux de ma chambre. Plus de clameurs de mariage, plus de supplications haletantes de Michel, ni de gémissements furieux de Sabrina, seulement le silence et à l'intérieur de moi, une résolution plus claire que jamais. J'ai préparé une cafetière et j'ai versé le café dans ma tasse en porcelaine blanche préférée avec l'imprimé de rose. Alors que l'arôme chaud remplissait la cuisine, je me suis assise et j'ai sorti un vieux carnet. Je l'ai ouvert à la première page, rempli de plans financiers et de chiffres que je considérais autrefois comme la preuve d'une vie de sacrifice pour la famille. Mais aujourd'hui, j'ai pris un stylo rouge et j'ai barré chaque ligne, chaque allocation pour Michel. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'argent, quelle que soit sa quantité, se transforme en une arme contre vous lorsque vous le donnez à la mauvaise personne. J'avais élevé un homme dépendant qui n'avait jamais appris à se débrouiller seul. Et maintenant, il était prêt à vendre sa propre mère pour une fausse liberté. Cette vérité douloureuse m'a réveillée. Et je savais que je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai appelé mon avocat de confiance, Richard Collin, qui m'avait soutenu dans des transactions immobilières pendant 2 décennies. Sa voix chaude et profonde portait une pointe de surprise pour un appel un dimanche matin. « Bonjour, Madame Langford. Je pensais que vous vous reposeriez après le mariage d'hier. » J'ai esquissé un mince sourire et j'ai dit « Oui, Richard. Hier était mémorable, c'est le moins qu'on puisse dire, et à cause de cela, je veux vous voir aujourd'hui. »
Nous devons changer l'intégralité du testament et des documents de transfert. Sans délai. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a répondu fermement. Je me rends au cabinet maintenant. Pouvez-vous me rejoindre à 10 heures? J'ai hoché la tête, me sentant légère comme si une pierre avait été enlevée de ma poitrine. Le cabinet d'avocat de Richard se trouve dans un immeuble en briques rouges du centre-ville, à environ 15 minutes de route de chez moi. Quand je suis entrée, il était déjà assis, ses lunettes à monture argentée glissant sur son nez, un épais dossier posé soigneusement sur le bureau. Il m'a regardé avec des yeux compatissants. J'ai entendu des bribes sur la cérémonie. On dirait que vous avez subi un choc majeur. J'ai laissé échapper un long soupir, puis je lui ai fait un bref résumé. La tête rasée, le mot méchant, l'appel téléphonique de Michel à son amante, le venin de Sabrina dans la loge de la mariée. Richard a écouté sans m'interrompre, hochant seulement la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a fermé le dossier. Le visage grave. Je comprends, et vous avez eu raison de m'appeler. La première chose à faire est le testament. Michel ne sera plus un héritier. Voulez-vous laisser quelque chose à un autre membre de la famille? J'ai secoué la tête. Non. Je veux que tout soit transféré à une fondation caritative soutenant les veuves et les mères célibataires qui créent leur entreprise. Elles connaissent vraiment la valeur de l'argent et en ont besoin pour se reconstruire. Richard a pris des notes rapidement, puis a demandé « Et la fiducie que vous aviez créée pour Michel ?» Je me suis redressée, la voix ferme. « Mettez-y fin. Je veux couper tous les ponts. Pas un seul euro ne lui sera versé, ni à Sabrina. » Au cours des heures suivantes, nous avons passé en revue chaque contrat et chaque clause. J'ai signé les nouvelles pages, avec le sentiment de fermer une vieille porte et d'en ouvrir une plus lumineuse. Chaque coup de stylo était une coupure, sectionnant la dépendance de Michel envers moi. Quand j'ai signé le dernier document, je me suis adossée et j'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais libérée, comme si mon sang coulait enfin librement après des années d'oppression. Richard m'a adressé un petit sourire. Je sais que ce n'était pas facile, mais parfois la liberté vient du fait de tracer une ligne dure. Madame Langford, vous venez de faire la chose la plus importante pour le reste de votre vie. J'ai hoché la tête, remplie de gratitude. De retour à la maison, je suis entrée dans le salon et j'ai regardé les tableaux sur les murs et les photos de famille de l'époque où Michel était petit. Pendant des années, je les ai gardés comme preuve de maternité et de sacrifice. Mais maintenant, je comprenais. Les garder exposés n'avait plus d'importance. Je n'effaçais pas les souvenirs, mais je ne les laisserai pas non plus me lier. J'ai ouvert le coffre-fort, j'ai sorti les livrets d'épargne et les documents d'action de la société, et je les ai classés soigneusement dans une armoire séparée. Je l'ai étiqueté clairement, Fonds pour la liberté. 3 mots simples avec le poids d'un vœu. Désormais, l'argent ne serait plus la chaîne me liant à des gens qui ne le méritaient pas. Ce serait un outil pour moi et pour ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse, écoutant le bruit sourd des vagues au loin. Un verre de vin rouge brillait sur la table. J'ai levé les yeux vers un ciel rempli d'étoiles et j'ai senti la brise fraîche passer sur mon cuir chevelu, où une fine couche de nouveaux cheveux commençait à pousser. J'ai souri. Mon reflet dans la porte vitrée ne me faisait plus mal. C'était comme le symbole d'un commencement. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Michel, Sabrina, des numéros inconnus que je supposais être des parents. Je l'ai mis en sourdine et j'ai laissé l'écran s'allumer et s'éteindre. Ma décision était prise. Désormais, je ne suis la banque de personne. Un calme est monté en moi. Je savais qu'il y aurait d'autres tempêtes. Michel ne lâcherait pas facilement. Sabrina essaierait de manœuvrer. Mais cette fois, j'étais prête. J'avais la loi de mon côté, des preuves en main, et surtout, une nouvelle foi en moi-même. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai murmuré, « La liberté m'a enfin trouvée ». Les premiers jours après avoir réécrit le testament, j'ai vécu dans un calme étrange. La grande maison, qui résonnait autrefois des pas de Michel ou du rire strident de Sabrina, ne contenait plus que le tic-tac de l'horloge et le vent qui se glissait par la fenêtre. Au lieu du vide, j'ai ressenti une paix rare. J'ai commencé à réorganiser ma vie. Les dossiers financiers sont allés dans des armoires. Les longues photos de familles poussiéreuses ont été retirées des étagères. Je ne les ai pas jetées. Je les ai emballées soigneusement dans une grande boîte et je les rangées au fond du placard. J'avais besoin de nouvel espace pour moi. Pendant tout ce temps, j'avais été la gestionnaire, la sacrifiée, la protectrice. Je n'avais jamais vraiment vécu pour moi. Un matin, je suis passée devant une petite boutique près de la plage. Une simple enseigne en bois était suspendue à la porte vitrée. Cours de peinture de paysage pour tous les âges.
Je suis restée là, regardant à l'intérieur, voyant quelques femmes rassemblées autour d'une longue table, des pinceaux à la main, concentrées sur de petites toiles. La lumière entrait par le toit vitré, tombant sur des visages marqués par les années, mais rayonnant d'enthousiasme. Mon cœur s'est ému. Je me suis souvenu de mon rêve à 18 ans d'apprendre à peindre, enfoui sous le poids de gagner ma vie. Cet après-midi-là, je suis revenue et je me suis inscrite. L'enseignante s'appelait Marianne, une femme de mon âge, les cheveux lâches, la voix chaude et calme. Elle a souri quand j'ai maladroitement manié le pinceau. Pas de notes ici, juste de la joie. Laissez votre main guider votre cœur. La première leçon portait sur les paysages marins. J'ai regardé par la fenêtre les vagues blanches se brisant sur le sable. J'ai posé mon premier coup de pinceau sur la toile, timide comme si j'apprenais à écrire à nouveau. Puis des taches de bleu et de gris argenté ont commencé à apparaître. L'odeur de la peinture à l'huile, la sensation des poils du pinceau glissant sur le tissu rugueux, tout cela me faisait sentir comme une enfant découvrant le monde. Quand j'ai terminé ma première peinture, aussi maladroite fut-elle, mes yeux m'ont piqué de larmes. Je m'étais donné la permission de vivre et de respirer d'une nouvelle manière. À partir de ce moment, j'y suis allée chaque semaine. J'ai appris à connaître d'autres femmes, dont la plupart avaient surmonté des pertes, certaines étaient veuves, d'autres brouillées avec leurs enfants, d'autres encore luttaient contre la maladie. Nous étions assises côte à côte, peignant et parlant comme des fils de différentes couleurs tissant une nouvelle étoffe. Je ne me sentais plus seule. En dehors des cours, je prenais souvent une chaise pliante pour aller à la plage près de chez moi. Le matin, la mer était d'un bleu vitreux. L'après-midi, la lumière du soleil touchait les vagues et transformait l'eau en d'innombrables éclats de verre étincelant. Je restais assise pendant des heures, remplissant page après page, laissant le vent salé jouer dans mes cheveux. L'océan ne m'ennuyait jamais. Chaque jour un nouveau visage, chaque moment une nuance différente. Comme moi réapprenant à me connaître, changeant jour après jour. En classe, je me suis particulièrement rapprochée d'un homme nommé Samuel. Il avait quelques années de plus que moi, les cheveux poivre et sel, grand et mince. Il avait été ingénieur en structure, prenant sa retraite anticipée après le décès de sa femme d'un cancer. Il avait choisi la peinture pour combler le vide. Je me souviens de la première fois que nous nous sommes assis ensemble. Il a penché la tête et a souri. Je ne suis pas bon en peinture, mais je suis excellent pour ruiner une toile. C'est pourquoi je m'assois près de quelqu'un qui peut m'inspirer. J'ai ri. Cette simple phrase a apaisé mon cœur. À partir de là, nous avons échangé des conseils sur les couleurs et le mélange des peintures. Un jour, j'ai accidentellement maculé un coin de ma toile. Samuel s'est penché. Ne vous inquiétez pas, les erreurs peuvent devenir le point focal. Ma vie en est la preuve. Nous avons ri, et dans ce rire, j'ai réalisé que cela faisait longtemps que mon cœur ne s'était pas senti aussi léger. Après les cours, Samuel marchait souvent avec moi jusqu'à la plage. Nous parlions du passé, de nos enfants et des jours de solitude. Il ne posait pas de questions indiscrètes et ne jugeait pas. Il écoutait simplement avec un respect tranquille. Une fois, j'ai laissé échapper l'histoire de Michel et Sabrina, la blessure que je venais de subir. Je craignais qu'il ne soit choqué ou qu'il ait pitié de moi, mais Samuel a seulement hoché la tête. Je comprends. Perdre la confiance en sa famille peut faire plus mal que de perdre de l'argent. Mais vous êtes là. Cela signifie que vous avez choisi d'avancer. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Ma gorge s'est nouée. Pas de réconfort fleuri. Juste une courte phrase et je me suis sentie comprise. Peu à peu, je me suis retrouvée. Je ne me réveillais plus en m'inquiétant de ce dont mon fils avait besoin ou de ce que ma belle-fille critiquerait. Je me réveillais pour choisir une nouvelle palette, pour marcher sur le sable, pour entendre Samuel parler d'un projet qu'il avait autrefois conçu. J'ai réalisé que la vie après 65 ans n'est pas une fin. Elle peut être un commencement. Un soir, alors qu'un coucher de soleil flamboyant s'étendait à l'horizon, j'ai posé mon pinceau et j'ai regardé la peinture que je venais de terminer. La mer s'y étendait, le ciel brillait, et dans le coin droit, j'ai peint une femme se tenant droite, les cheveux argentés flottant au vent. C'était moi, mais pas la Béatrice fragile et dépendante. C'était la nouvelle Béatrice, libre, à l'aise, souriant à son propre reflet. J'ai compris alors que l'art ne m'avait pas seulement sorti de l'obscurité. Il m'avait donné un miroir pour mon âme. Avec l'océan, les couleurs et un ami qui savait écouter, j'avais commencé le voyage de retour vers moi-même. Un voyage que je n'avais jamais osé imaginer auparavant. Un après-midi de début d'automne, en rentrant des cours avec du sable de plage encore collé à mes chaussures, j'ai vu une voiture familière près de mon portail, celle de Michel. La portière était entr'ouverte, et il était au volant, l'air abattu, bien loin du mari impeccable qu'il avait été. J'ai soupiré, ma main s'arrêtant sur le loquet.
Je savais que ce moment viendrait tôt ou tard, notre confrontation finale. Quand Michel m'a vu, il est sorti précipitamment. Ses yeux étaient creux, des cernes sombres marquant son visage. Il s'est approché, la voix tremblante. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi te parler juste une fois. » Je suis restée silencieuse, j'ai ouvert le portail et je lui ai fait signe d'entrer dans le salon. La pièce baignait dans la lumière de fin d'après-midi, mes paysages marins sur les murs. Michel s'est assis sur le canapé, les mains jointes, tremblantes. Je me suis assise en face de lui, une distance prudente entre nous, mon regard fixe. Il a fixé le sol. J'ai tout perdu, maman. Sabrina est partie. L'entreprise dans laquelle j'ai investi a fait faillite. Les amis ont disparu. Il ne me reste rien. J'ai écouté, un mélange de pitié, de colère et d'épuisement montant en moi. J'ai demandé, calme mais clair. « Alors, que viens-tu me demander aujourd'hui ?» Michel a levé les yeux, rouge. « Pas de l'argent. Je sais que tu n'en donneras plus. Je veux juste, ton pardon. Je ne peux pas dormir, maman. Ta voix de cette nuit-là ne cesse de résonner dans ma tête. Je me sens horriblement mal. » J'ai étudié son visage pendant quelques secondes. Des traits de fatigue. Des yeux qui brillaient autrefois de fierté, maintenant ternes. J'ai dit lentement. « Michel, le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant. Le pardon, c'est pour ma paix, pas pour que tu puisses t'appuyer sur moi et dépendre de moi à nouveau. » Il s'est effondré en pleurs, le son lourd et triste d'un homme adulte. Il est tombé à genoux et m'a pris la main. « Maman, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'étais si aveugle. Je vais changer. Je vais recommencer si tu me donnes une chance de me tenir à tes côtés. » J'ai retiré ma main, doucement mais fermement. J'ai secoué la tête. « Michel, tu es mon fils. Ça ne changera jamais. Mais le lien de l'argent, des attentes, du sacrifice inconditionnel, ça, c'est brisé. Je ne suis plus ta bouée de sauvetage. Si tu veux recommencer, tu dois te relever par toi-même. » Ses yeux erraient comme ceux d'un homme perdu dans une nuit noire sans chemin. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la mer lointaine. L'horizon brûlait de rouge, les vagues blanches déferlaient. Je me suis retournée, la voix résolue. Tu sais, je me suis retrouvée en peignant l'océan et de nouveaux amis m'ont montré que je pouvais vivre pleinement sans l'approbation de personne ni de fausse gratitude. Tu dois apprendre ça par toi-même. Michel s'est levé, les yeux humides, hochant faiblement la tête. Il a fait quelques pas vers la porte, puis s'est arrêté. Alors, c'est la dernière fois que je peux te voir. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son épaule, légère mais stable. Non, je suis toujours ta mère. Mais à partir de maintenant, je n'ouvrirai cette porte que lorsque tu viendras en homme qui assume ses responsabilités, pas en enfant qui fait des demandes. Le jour où tu le feras, tu trouveras que je suis toujours là. Il s'est mordu la lèvre, n'a rien dit de plus, et parti tranquillement. La porte s'est refermée, me laissant dans la pièce silencieuse, la lumière du soleil couleur miel se déversant sur le mur. Je me suis assise et je me suis versé une tasse de thé. Mon cœur ne se sentait pas complètement léger, mais quelque chose était indéniable. Une corde invisible avait été coupée. Je n'étais plus liée par la culpabilité du devoir maternel qui m'avait enchaînée pendant des années. Michel répondrait de ce qu'il avait fait. Dehors, la mer écarlate s'estompait en un violet profond. Je me suis soudain souvenue de la peinture que j'avais terminée hier. Une femme se tenant droite face à des vagues agitées, intactes. J'ai souri. Cette femme, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai enfin été à sa hauteur. J'ai levé la tasse de thé, laissant l'odeur du jasmin flotter dans l'air, et je me suis dit, j'ai affronté. J'ai coupé les ponts, et je suis libre. Le printemps est arrivé tard cette année-là, et c'est peut-être pour cela qu'il était si magnifique. Le long de la route menant à la plage, des rangées de cerisiers ont éclaté de fleurs dans la brise, des pétales rose pâle tombant doucement, poudrant les épaules et les pas. J'ai flâné sous les branches, effleurant chaque pétale du bout des doigts, sentant mon cœur se réchauffer, comme si l'univers entier me murmurait « Il est temps de recommencer ». La maison en bord de mer avait un aspect complètement différent maintenant. Les murs beiges étaient parsemés de mes propres peintures, des mers au coucher du soleil aux champs de lavande. J'imaginais chaque pièce comme un fragment de mon âme, un marqueur sur le chemin où j'ai appris à m'aimer. J'ai autrefois pensé que des cheveux, une robe ou un ensemble de bijoux mesuraient ma valeur. Maintenant, je comprends. La vraie valeur réside dans l'audace de renaître de ses cendres et de s'épanouir à un âge où personne ne s'y attend. Le matin, je prépare une théière de jasmin et j'ouvre la fenêtre pour que l'air salin entre. Je m'assois au chevalet et j'applique des couleurs plus vives qu'auparavant. Plus seulement des gris lourds. Mes toiles brillent de jaune,
de rose et de vert marin. C'est comme si je me peignais dans une saison de floraison tardive. Des fleurs non destinées aux jeunes de 20 ans, mais à un cœur expérimenté qui bat encore et rêve encore. Samuel, mon camarade de peinture, passe encore. Certains jours, il apporte un bouquet de tulipes rouges vifs, les pose sur la table et dit, mi-plaisantant, mi-sérieux. Les fleurs tardives sont toujours des fleurs. Béatrice. Et elles gardent souvent leur couleur plus longtemps. Je souris, ne niant ni ne confirmant, laissant simplement la joie s'immiscer dans chaque instant. Nous nous asseyons sur la terrasse, regardons l'océan, sirotons un café. Il parle des structures qu'il a autrefois conçues. Je parle des années où j'ai jonglé avec les registres et les nuits blanches. Une fois, il m'a regardé longtemps et a dit « Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que vous. La plupart des gens se taisent et endurent. Vous avez choisi de partir. » Ces mots ont apaisé quelque chose au plus profond de moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste tournée vers la mer où les vagues blanches continuaient de déferler comme des battements de cœur réguliers. Un après-midi, notre classe a organisé une petite exposition en ville. J'ai apporté quelques-unes de mes œuvres, à la fois nerveuse et consciente de moi-même. Mais quand je les ai vues accrochées à côté des autres, j'ai réalisé qu'elles tenaient la route. Un visiteur s'est attardé devant La femme et la mer et a demandé « Qui a peint ça ? J'aimerais l'acheter. » J'ai secoué la tête avec un doux sourire. Je suis désolée, celle-ci n'est pas à vendre. C'est un rappel personnel. Il a hoché la tête, compréhensif. L'histoire a fait le tour de la classe. Marianne, notre professeure, m'a serré dans ses bras et a murmuré « Béatrice, tu as trouvé ta saison pour fleurir. » Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai ouvert les fenêtres à la brise marine. Le clair de lune dessinait une bande argentée sur l'eau, reflétant le ciel étoilé. Je suis restée là longtemps, ressentant une paix que je n'avais jamais goûtée auparavant. Plus de ressentiment, plus de piqûres de trahison, juste une fois stable que la vie, même tardive, peut encore s'épanouir. Mon téléphone a vibré sur la table, un message de Michel. Les mêmes longs paragraphes, le même ton suppliant, mais cette fois ma main n'a pas tremblé pour les effacer. Je les ai laissés là, calmes. J'avais tout dit lors de notre dernière rencontre. Je ne devais plus d'explications, et ces liens ne me retenaient plus. J'ai posé mon thé, j'ai pris mon pinceau et j'ai peint une fleur blanche s'ouvrant dans la nuit sur un ciel violet profond. Une floraison tardive, mais complète. Et en posant les derniers traits, j'ai su que je peignais mon propre cœur. Un cœur marqué par la douleur, mais assez patient pour attendre sa pleine floraison. J'ai murmuré comme pour moi-même, ma saison est venue tard, mais elle est belle. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je pourrais vivre une vie entièrement différente. Une vie qui ne tourne pas autour d'échecs, des dîners de famille tendus, ou d'être écrasée par la responsabilité. Maintenant, chaque matin, je me réveille pour regarder l'aube rosir la mer, pour lever mon pinceau et ajouter une autre touche de couleur à ma peinture. Je me souviens encore du jour où j'ai osé dire la vérité au mariage. C'était le tournant de ma vie. Pendant des années, j'ai laissé le silence m'enchaîner. J'ai laissé la peur me retenir. Mais un moment de courage m'a libérée. Depuis, j'ai compris. La vérité peut blesser et vous coûter cher, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Michel. Il envoie encore des SMS parfois, appelle occasionnellement. Je ne l'évite pas, mais je ne le poursuis pas non plus. Je réponds brièvement, calmement. Je lui montre que l'amour d'une mère demeure, mais que la dépendance et l'exploitation, non. Mon fils doit apprendre à être un homme, à prendre ses responsabilités et à construire sa propre vie. C'est le seul cadeau que je puisse lui laisser, et il vaut plus que 20 millions d'euros. Quant à Sabrina, elle a disparu de la ville après le mariage raté. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre région, menant une vie discrète. Je ne suis ni en colère ni satisfaite. Je comprends que la punition la plus dure n'est pas venue de moi. Elle est venue de la vérité en plein jour. Une fois que le masque tombe, personne ne croit plus aux jolis mots. C'est la sentence la plus lourde. Certains après-midi, je m'assois sur la terrasse et je regarde les vagues blanches, pensant au chemin que j'ai parcouru. D'une veuve qui économisait chaque euro pour son enfant, à une mère trahie par son fils, à la femme qui s'est levée et a tout exposé. J'ai beaucoup perdu, mais je me suis trouvée. Et au final, je suis reconnaissante même pour les pertes. Elles ont ouvert la voie à ma vraie vie. Je ne suis pas jeune, mais j'ai ma floraison tardive. Mes premières peintures sont maintenant accrochées dans une petite boutique en bord de mer. Non pas pour gagner de l'argent, mais pour prouver que l'âge ne peut pas emprisonner un esprit créatif. Samuel passe parfois avec un livre ou un nouveau tube de peinture, et nous nous asseyons à parler sous le coucher du soleil. Je n'appelle pas ça un amour tardif, juste de la compagnie. Et pour moi,
c'est suffisant. S'il y a une chose que je veux dire à ceux qui écoutent, c'est ceci. Ne pensez jamais qu'il est trop tard pour recommencer. La vérité peut vous faire trembler. Mais une fois que vous la dites, vos pas se sentent plus légers. N'attendez pas que quelqu'un vous donne votre valeur. Vous pouvez la trouver entre vos propres mains, dans vos loisirs, dans les petites choses que votre cœur vous indique. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être avec les peurs que je portais. La peur de perdre l'affection, d'être abandonné, qu'une famille se brise si vous arrêtez de vous sacrifier. Mais souvenez-vous, le véritable amour n'est jamais construit sur l'exploitation. Parfois, couper un lien toxique est le seul moyen de vous sauver. Et maintenant, alors que je conclus mon histoire, je veux vous dire merci. Merci d'être resté, d'avoir marché avec moi à travers l'obscurité, les tremblements, les larmes et les sourires finaux. Votre présence, cher public, prouve que l'histoire d'une femme ordinaire comme moi peut encore toucher un autre cœur. Si vous avez connu la trahison, le mépris ou le sentiment d'être utilisé, j'espère que vous trouverez ici une étincelle pour vous relever. Et si vos jours sont paisibles, chérissez-les. Ils sont inestimables. Je terminerai par une demande chaleureuse. S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Chaque histoire et chaque expérience mérite d'être entendue. Si ce voyage a signifié quelque chose pour vous, cliquez sur j'aime, pour que je sache que je ne parle pas dans le vide. Et si vous souhaitez continuer à marcher ensemble, abonnez-vous pour que nous puissions nous retrouver dans d'autres histoires, des histoires sur la vérité, le courage et la force de nos dernières années. Du fond du cœur, merci de m'avoir accordé votre temps précieux. Nous ne nous connaissons peut-être pas dans la vie réelle, mais en ce moment, nos cœurs se sont touchés.